L'histoire des hommes et de leur civilisation est parsemée d'anecdotes et de faits à la fois insolites, intéressants, drôles et parfois riches d'enseignements. L'histoire de la fiscalité n'échappe pas à cela, et de tout temps les États ont tenté d'assainir leurs finances en ponctionnant leurs administrés, tandis que ces mêmes administrés ont toujours tenté d'échapper à la récolte des taxes et impôts en faisant appel à tous les moyens possibles. Aujourd'hui, je vais vous raconter un pan de cette histoire en vous parlant de l'ancêtre de l'impôt sur le revenu, un impôt que l'on appelait aussi taxe sur la consommation d'air et de lumière. Il s'agit de l'impôt sur les portes et fenêtres. Par le passé, quand le trésor public se portait mal, les rois de France avaient pour habitude de tout simplement effacer les dettes de l'État, leurs dettes, ou d'avoir recours à l'extorsion en laissant sur le carreau de nombreux créanciers. On pourra nommer l'expulsion et la spoliation des Juifs au XIVe siècle par Philippe le Bel et très bien décrit par Stéphane Michoulan, lien en description. On pourra également parler de Henri II au XVIe siècle qui s'est retrouvé dans l'incapacité de rembourser les intérêts des emprunts des grands marchands banquiers de l'époque, provoquant la ruine de quelques familles. Majoritairement, les finances publiques ont été déficitaires et la principale cause n'est autre que la guerre qui nécessite des levées de fonds toujours plus colossales. À la mort de Louis XIV en 1715, on estime la dette à environ 80% du PIB et bon gré mal gré de nombreuses réformes sous Louis XV, la guerre de 7 ans le force à s'endetter. Louis XVI, à son tour, hérite d'un État déficitaire et encore une fois lève des fonds pour financer notamment les insurgents de la guerre d'indépendance des États-Unis. Bref, en 1789, lorsque la Révolution française hérite des emprunts de la royauté, la moitié des recettes de l'État était allouée à rembourser les intérêts d'emprunt. Les avantages fiscaux des nobles et des bourgeois limitant aussi les recettes, plusieurs réformes se succédèrent. En effet, la problématique fiscale était un des moteurs menant à la Révolution et le peuple désirait plus d'égalité devant l'impôt. C'est le propos de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme qui énonce ceci. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Ainsi, pour coller à ces principes, on assiste à une suppression de la fiscalité de l'Ancien Régime et à la création des contributions directes, aussi appelées 4 vieilles. La première est la contribution foncière de la loi du 23 novembre et du 1er décembre 1790, qui taxait la propriété. Ancêtre de la taxe foncière, elle venait remplacer ce que l'on appelait avant la taille. La deuxième contribution est la contribution personnelle et mobilière de la loi des 13 janvier et 18 février 1791, qui dépendait de la valeur du loyer de l'habitation. On pourra dire que c'est l'ancêtre de la taxe d'habitation. La troisième est la contribution de la patente de la loi des 2 et 17 mars 1791, qui est un impôt fixé sur le montant du loyer des magasins, boutiques et ateliers pour taxer le revenu des industriels et commerçants. Et enfin, la situation financière du pays ne s'arrangeant toujours pas est organisée la banqueroute des 2 tiers et est créé le 4 frimaire de l'an 7, soit le 24 novembre 1798, le fameux impôt sur les portes et fenêtres. À l'époque, le plan de cadastre tel qu'on l'utilise aujourd'hui n'existait pas encore. Ainsi, les officiers publics ne pouvaient se permettre de rentrer chez les gens et de mesurer la taille de l'habitation. Après tout, on était quand même juste après la Révolution et on se devait de respecter un minimum la propriété privée des administrés. Pourtant, en parallèle, il fallait bien exiger une contribution des ménages à hauteur de leur richesse, au moins d'un point de vue extérieur, et la solution nous vient d'un pays voisin, l'Angleterre. En effet, depuis presque 100 ans, 1696 et le roi William III, existait ce que l'on appelle la window tax, qui était un impôt proportionnel au nombre de fenêtres d'une maison. Mais quelle idée géniale! Plus il y a de fenêtres, plus le logement est grand, c'est logique. Et donc plus le logement est grand, plus le propriétaire est riche. Donc plus il y a de fenêtres, plus le propriétaire va payer d'impôts. Quelle logique impeccable! C'est une idée lumineuse. C'est ainsi que naquit l'impôt sur les portes et fenêtres. Impôt jugé de taxe sur l'air et la lumière, injuste car on impose de la même manière une fenêtre d'un château qu'une fenêtre de chaumière de paysan.
L'assiette de cet impôt sera constituée du nombre et de la taille des ouvertures, portes et fenêtres donnant sur la voie publique, les cours, les jardins, les champs et les prés. On ne comptera cependant pas les ouvertures d'aération des caves et des greniers, et les bâtiments publics, hôpitaux, écoles, bâtiments militaires, en seront exonérés. L'avantage de cet impôt est qu'il suffisait au commissaire de descendre dans la rue, puis de compter le nombre de portes et de fenêtres d'une habitation, afin d'en calculer le coût. Au début de cette loi, le montant à payer pour une fenêtre ou une porte dépendait de la ville où était situé le bâtiment. Ainsi, en dessous de 5000 habitants, une ouverture était taxée de 20 centimes de francs. Entre 5000 et 10 000 habitants, 25 centimes de francs. De 10 000 à 25 000, 30 centimes de francs, etc. Aussi, pour une porte cochère, les grandes portes qui servaient autrefois à faire passer les véhicules et les marchandises, le montant était doublé. Si le cœur vous en dit, je vous invite à nous dire en commentaire combien vous auriez dû payer d'impôts pour votre habitation aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, 76 communes comptent plus de 10 000 habitants et seuls Paris et Lyon dépassent les 100 000. La majorité de la population payait donc le forfait minimum. En 1801, cet impôt est passé d'un impôt de quotité, c'est-à-dire dont le montant était fixé seulement par le nombre de fenêtres et le nombre d'habitants de la commune, à un impôt par répartition. Cela signifie qu'à partir de cette date, l'État attendait un certain montant qu'il subdivisait entre les communes, qui devaient donc fixer un tarif pour atteindre leur quota annuel. Ainsi, le montant de l'impôt pouvait varier d'une commune à l'autre pour un bien similaire. Cela étant, cet impôt n'a jamais énormément pesé sur les ménages. Pour vous donner un ordre d'idée, en 1857, le salaire journalier moyen d'un agriculteur était de 1 franc 70, un charpentier de 2 francs 50 et un cocher de 5 francs. Or, entre 1828 et 1838, la moyenne par an et par habitant de cette contribution était de 1 franc 13 centimes à Lille. Dans le Nord, cette contribution représentait au total 7,09% des ressources du département. Pour comparaison, la contribution foncière, que nous avons énoncée un petit peu plus tôt, représentait quant à elle 68,9% des recettes totales du département. Cependant, cela n'empêchait pas les Français de vouloir éviter cet impôt, et c'est là que le bât blesse. Bien évidemment, les propriétaires ont fait payer cet impôt à leurs locataires, car en effet, la loi prévoyait que la contribution serait exigible contre les propriétaires et usufruitiers, fermiers et locataires principaux des maisons, bâtiments et usines, sauf leur recours contre les locataires particuliers pour le remboursement de la somme due à raison des locaux par eux occupés. On notera à ce propos un arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 1814 qui précisera que le locataire doit rembourser au propriétaire le montant de la contribution, même si le bail ne le précise pas, et après plusieurs années, y compris s'il y a eu délivrance de quittance sans réserve. Ainsi, il était courant d'inclure cet impôt dans le prix du loyer d'un bien. Cette redevance, bien qu'étant exigible contre le propriétaire, on considérait qu'il était dû in fine par le locataire. Cependant, même si les propriétaires d'immeubles faisaient payer cet impôt aux locataires en fonction des fenêtres qui dépendent du logement occupé, il y avait bien des parties communes. C'est ainsi que certains propriétaires se mirent à murer littéralement des fenêtres dont certaines étaient remplacées par des trompe-l'œil. De la même manière, ce que l'on appelait des fenêtres à meneaux et qui comptaient comme 4 à 6 fenêtres se virent dépouillés de leurs 10 meneaux. C'est ainsi que l'on assiste à une transformation de l'architecture, des fenêtres plus petites, moins nombreuses, des ouvertures au grenier ou dans les caves qui n'étaient pas taxées étaient quant à elles beaucoup plus nombreuses qu'avant. Du coup, des combles devinrent aménagés et on louait ces logements insalubres aux classes les plus pauvres. C'est d'ailleurs à cette époque qu'apparaissent les premières chambres de bonne. Sombres, mal aérées, inutile de dire que c'est un terreau propice aux moisissures, virus et maladies en tout genre. Rapidement, le rachitisme dû aux carences en vitamine D, synthétisé par l'organisme grâce à la lumière, et la tuberculose entre autres maladies se développèrent au sein de la société du XIXe siècle. On notera Victor Hugo dans son livre Les Misérables, qui écrit au travers de Monseigneur Myriel. Mes très chers frères, mes bons amis, il y a en France 1320 000 maisons de paysans qui n'ont que 3 ouvertures, 1817 000 qui ont 2 ouvertures, la porte et une fenêtre, et enfin 346 000 cabanes qui n'ont qu'une ouverture, la porte. Et cela à cause d'une chose qu'on appelle l'impôt des portes et fenêtres. Mettez-moi de pauvres familles, des vieilles femmes, des petits-enfants dans ces logis-là, et voyez les fièvres et les maladies. Hélas, Dieu donne l'air aux hommes et la loi le leur vend. On pourra citer aussi Joseph Caillot, dont nous avons parlé dans notre vidéo sur l'impôt sur le revenu, qui appelait cet impôt
taxe sur la consommation d'air et de lumière. Fort heureusement, à cette même époque à laquelle appartient Louis Pasteur, né en 1822, voit se développer un courant de médecine que l'on appelle hygiéniste, ainsi que des comités, conseils et bureaux d'hygiène. On a commencé à comprendre comment fonctionnait la contagion, la contamination, et les médecins qui commençaient à occuper des fonctions politiques ont poussé pour changer les normes en matière d'hygiène, notamment pour les enfants des classes sociales les plus démunies, et provoquer ainsi la transformation des villes. On assiste donc à l'haussmanisation de la ville de Paris, la destruction et reconstruction de certains immeubles, on installe des lavoirs publics et les gens commencent à utiliser des brosses à dents, à se laver et on comprend l'intérêt d'aérer les maisons. Notamment, en 1832, la pandémie de choléra vit se créer des comités de quartier qui inspectent les maisons et demandent des travaux de rénovation. Bien sûr, l'insalubrité des logements à cette époque n'était pas uniquement due au fait de la contribution des portes et fenêtres. Tout comme l'insalubrité des logements n'était pas le seul vecteur de maladie, mais cela faisait partie d'un tout qu'il fallait et qu'il faut toujours améliorer de nos jours. Un peu plus tard, en 1889, voit la création de l'ancêtre des HLM, que l'on appelait Habitation Bon Marché, HBM, et qui était construit selon d'autres normes. Ceux-ci seront rapidement exonérés de contributions sur les portes et fenêtres. En 1914, Joseph Caillaux, ministre des Finances, demandait d'abroger les contributions mobilières et personnelles et la contribution sur les portes et fenêtres. Appuyé par les hygiénistes et du fait de son faible apport aux finances publiques, c'est en 1926 que se voit finalement abolir cette contribution sur les portes et fenêtres, remplacée par l'impôt sur le revenu que nous connaissons aujourd'hui et qui n'empêche pas d'aérer son logement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire ou en likant la vidéo. À bientôt sur la chaîne.